Laurent Roland, Anthony Niquez, bonjour. Amel Arekwa, amis téléspectateurs, bonjour. Belle chemise et belle cravate ce matin. Merci beaucoup. Un peu grippé, vraisemblablement. Ouais, ça a chauffé toute la nuit, mais ça va. Ça va? Oui, ça peut aller. Et ça ira? Amen. Allez, l'actualité de ce matin, Laurent Roland, Anthony Niquez est nourrie par cette rencontre entre le chef de l'État et les députés de la 9e législature. Le chef de l'État a rencontré donc les députés des trois groupes parlementaires hier au palais de la Marina. La presse en parle sous divers angles, j'ai envie de dire. Le matinal qui écrit par exemple constatation de talent avec la classe politique en vue de la relecture des lois électorales, les prémices de scrutin apaisé en 2026. Oui, je crois que ce que fait le chef de l'État en rencontrant toutes les sensibilités politiques, c'est vrai que je crois que quelqu'un a proposé, il plaidait hier pour que, au-delà des députés de l'Assemblée nationale, que le chef de l'État essaie de rencontrer les autres formations politiques, notamment qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale, notamment Renaissance nationale, Moël Bénin, MPL, FCBE et consorts, GSR et autres. Donc c'est des formations politiques qui animent la vie politique de notre pays. On voit de la manière dont c'était pas mieux montre au créneau, notamment quand je prends le GSR, quand je prends le Renaissance nationale et autres, le Moël Bénin, c'est des formations qui sont assez présentes pour se prononcer sur les questions liées à l'actualité nationale et internationale. Et donc, il faille aussi rencontrer ces formations politiques, les écouter pour avoir leur avis sur la question. Et en même temps, recueillir de ces formations politiques aussi des conseils. Parce que oui, ceux qui sont à l'Assemblée nationale députés, les formations qui ont réussi à avoir des députés à l'Assemblée nationale, peuvent avoir des idées que les autres n'ont pas. Et les autres également peuvent avoir des idées que les autres formations politiques n'ont pas. Et donc, il va falloir, puisque nous sommes tous béninois, et donc on devrait pas les mettre de côté, qu'on ne le veuille pas. Il est arrivé des élections où ils n'ont pas réussi à élire des gens, mais il y a des têtes bien faites dans ces formations qui peuvent aussi proposer, donner des conseils et donner des orientations qu'on peut suivre pour le bien de ce peuple. Donc je crois qu'au-delà de tout, déjà, il faut déjà féliciter ce qui s'est passé hier en rencontrant les formations, notamment le Parti des démocrates. C'est une bonne chose. On a pu voir aussi que les démocrates ont donné en griffe leur accord de principe pour que le code électoral soit revu dans une système de corrigé. Oui. Donc déjà, c'est un bon début, on attend de voir. Même s'ils ont surtout précisé qu'ils iraient consulter la base aussi pour recueillir quand même son avis sur la question. Oui, non, mais que cette question de cette manière de dire nous consultons la base, qui consulte la base et comment. Après, ils vont se voir en conclave en tant que responsable parti et décider quelle base. Parce que si on doit écouter la base, c'est que chaque coordonnateur de département, de commune doit pouvoir aller rencontrer ceux qu'on peut appeler les têtes du pont et avoir leur avis. Donc, mais ça ne se fait pas. Je n'ai vu aucune formation politique le faire depuis 1990 au Bénin. On dit on va consulter la base, mais on sait très bien que après c'est pour se rencontrer dans les 4 murs d'une salle à Cotonou, ou à Bomé-Calavi ou à Parakou pour décider. De toute façon, déjà, comme dit Luna, c'est les prémices d'un scrutin plus ou moins apaisé. J'ai pu lire à la une de comment vous appelez Matin Libre qui dit le mea culpa du chef de l'État. Oui, une chose est de faire le mea culpa. Une chose est de ne plus répondre les mêmes stratégies qui ont créé assez de tort aux populations béninoises et notamment assez de tort à notre pays parce que les casses, les émeutes qu'on a pu avoir, ça et là, ça n'en a pas notre pays. Le Bénin est un pionnier de démocratie en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, certains pays nous donnent la leçon, notamment le Ghana. Et donc, nous devons faire très attention, faire en sorte que ce que nous décidons de faire, que nous le fassions très bien pour l'intérêt général de la nation. Sur le même sujet, Dynamisme Info écrit, Laurent Roland, Anthony Niquez, je précise qu'on revient là-dessus dans l'actu décalé tout à l'heure, mais poursuivant, type d'élu pour parrainer en 2026, Talon tente de se renseigner sur la position des députés démocrates. Oui, je crois que la Cour a dit que c'est les députés de 2023 qui vont parrainer. Oui. Et donc, en la matière, on ne devait plus poser de questions. Et si le chef en arrive à poser cette question, à tenter de savoir, ça montre clairement que, quelque part, ça donne raison à ceux qui pensent qu'il y a des décisions qu'on tente de mettre dans le code électoral quand ça va être revu pour corser et empêcher, peut-être bloquer la voie. Je l'ai dit, il se peut
Et nous ne souhaitons pas ça, que dans la relecture, dans une certaine mesure, étant donné que les partis de l'Amboise sont majoritaires à l'Assemblée nationale, qu'on mette peut-être, qu'on augmente le nombre de parrainages, par exemple. Et si on met juste le nombre de parrainages à 29 déjà, les démocrates sont plombés. D'accord? Si on en arrive à dire que les parrainages doivent être un mélange de maires, de députés, les démocrates sont plombés. Parce qu'avant d'avoir peut-être le parrainage de maire, il va peut-être falloir que les démocrates aillent faire la paix avec le parti FCBE. Et qui dit FCBE dit ce qu'il y a derrière. Pas évident qu'ils aient, avec les 6 maires élus du parti FCBE, encore qu'il y en a pas mieux qui ont déjà, sont en train de plier bagage pour aller vers certains ont clairement montré leur position en allant vers l'UP, le renouveau et autres. Donc là aussi, il y a un problème. C'est pour ça que je dis, cette question que le chef pose doit interpeller plus d'un pour dire, mais la Cour a parlé. Et pourquoi on pose la question en train de savoir encore? Est-ce qu'on ne veut pas mettre encore des discussions pour conseiller les uns les autres? De toute façon, on va souhaiter que tout se passe pour le meilleur, pour le mieux. Patrice Talon est en train de finir son mandat. Il l'a encore réitéré hier. Je crois que quand on dit des choses qu'on réitère, qu'on veut partir, on s'arrange pour partir en laissant le pouvoir tel qu'on l'a reçu. Parce que Boniaï pouvait à tout prix empêcher Patrice Talon de rentrer dans ce pays, pouvait à tout prix refuser de lui remettre le pouvoir. Il y aura des casses, mais après, on a pu voir sous Boniaï en 2011, quand il y a eu chaos et quand Oubedi a commencé par réagir, il a suffi quelques chats à Porte-Nouveau pour que les gens se calment. Et donc c'est pareil, quand Patrice Talon aussi a mis en place son schéma en 2019, il y a des casses. À un moment donné, quand les chats sont rentrés dans cette rue, les gens sont calmés. Donc Boniaï avait la possibilité de faire ça. Mais compte tenu de la préservation de la paix, a donné le pouvoir dans la paix et est parti. Il avait les leviers en main pour tripatouiller, mais s'il tripatouillait, dans une certaine mesure, nous allons avoir des casses, mais au finish, est-ce que ça va durer dans le temps, sachant très bien que quand ça arrive, c'est des problèmes à régler en interne. Mais je pense, et je le dis toujours, Patrice Talon doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée. Les Béninois ont voté pour lui en 2016. D'autres acteurs politiques sont venus le soutenir au second tour. Et quand on regarde s'il s'assoit et qu'il analyse les différents chiffres issus des différentes élections depuis 2009, depuis qu'il est là, il comprendra que sa cote de popularité n'a pas évolué pour autant. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux savoir quitter les choses avant que les choses vous quittent. C'est très important. Cette rencontre, en tout cas, aura permis donc au chef de l'État, au-delà de discuter avec les députés de la 9e législature, de la relecture du code électoral. La rencontre aura donc permis au chef de l'État de confirmer, comme vous le disiez, Laurent Roland-Antonin Nikes, son départ. Après 2026, le révélateur en parle, fraternité on parle, l'affiche du jour on parle également. Mais la rencontre a également permis, Laurent Roland-Antonin Nikes, aux députés, notamment ceux du Parti Les Démocrates, eh bien, de faire part au chef de l'État d'obstacles rencontrés sur le terrain quant aux manifestations de l'opposition. Les députés se sont plaints notamment de certains maires et préfets qui eh bien, interdisent leurs manifestations. La Constitution donne plein droit à tout citoyen de se mobiliser et de faire des activités, qu'elles soient politiques ou sociales, dans une certaine mesure. Nous avons constaté qu'à partir de 2018-2019, il y a des dispositions qui ont été prises pour réprimer toute action ou tout mouvement, toute activité des acteurs politiques, dans une certaine mesure. Et ça a continué jusqu'en 2021, je suis tenté de dire. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe, je crois qu'on doit interpeller les uns les autres. Les démocrates ont-ils parlé à la bonne personne? Je vais me poser la question. Parce que le chef de l'État, tout ce qui se passe parfois, c'est à son avantage. Quand on empêche les démocrates de se réunir et qu'on réprime les actions des opposants dans une certaine mesure, ça leur profite. En tout cas, ça profite du pouvoir en place dans une certaine mesure. Mais le chef de l'État est-il demandeur? Demandeur de quoi? De ce qu'on s'oppose justement aux manifestations de l'opposition. On peut penser que cela a l'avantage. Mais est-il demandeur? Et est-ce que cela a l'avantage réellement? Le chef n'est pas demandeur, mais le chef a manqué plusieurs occasions de rappeler à l'ordre ceux qui le soutiennent, ceux qu'il a nommés préfets et ceux qui, en griffe, sont élus maires ou nommés maires. Pourquoi je le dis? Nous étions tous ici quand on a vu qu'il y a une croisade à Porte-Nouveau, dans un stade. Ça a été autorisé. Mais qui a la dernière minute à rapporter cette décision d'autorisation? Posons-nous la question. Ce n'est pas le chef de l'État, en tout cas. Non, ça veut dire quoi? Mais nous sommes dans une norme dans un système de hiérarchisation des pouvoirs. Et dès lors qu'un préfet prend une décision pour apporter une autorisation dans une certaine mesure, le préfet a un supérieur qui est le Premier ministre, et le ministre a un supérieur qui est le gouvernement, le conseil des ministres, le chef de l'État. Si, à ce niveau, il y a des décisions qui sont prises,
À moins qu'on me dise que le chef d'État n'est pas informé et que les ministres ne sont pas informés. Mais de toute façon, quand ça arrive, on doit pouvoir rappeler à l'ordre. On a pu voir quand Oronla a pris une décision pour demander que les gens viennent prendre le bus à Vaudier, je ne sais quoi, et avec cette décision en polémique. On n'a pas vu ça, n'a pas tardé pour que le ministre de la décentralisation rapporte cette décision et rappelle à l'ordre le préfet du littoral pour lui dire plus jamais ça, de ne plus prendre une autre, en tout cas d'arrêter ou de décision jusqu'à nouvel ordre. C'est pour vous dire quoi? Dans une certaine mesure, quand ça arrange, on se tait. D'accord? Quand ça n'arrange pas, on réagit au plus vite. La réaction est spontanée. C'est de ça que je parle pour dire quoi? Les démocrates aujourd'hui sont dans une situation où jusqu'en 2026, vous allez constater que quand bien même ils se sont plaints chez le chef de l'État, les maires et les préfets trouveront des raisons de limiter certaines activités du Parti des démocrates. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler à tous les préfets qui sont nommés et à tous les maires, entre griffes nommés ou élus, dans une certaine mesure, que en réalité le pouvoir est temporaire, tout est éphémère. Parce que j'ai rappelé l'histoire d'un préfet qui est encore préfet aujourd'hui. Il était à l'époque sous-préfet, comment vous appelez, Nicéphore Soglo. Et à l'époque, quand on devait aller aux élections de 2096, a réprimé toute activité des militants ou des soutiens du général Mathieu Kérékou. Et il l'a fait, il était à Bomekalavi. Ceux qui connaissent l'histoire connaissent, en tout cas les plus anciens connaissent bien l'histoire. Il l'a fait pendant un moment. Mais le général Mathieu Kérékou est venu au pouvoir, c'est-à-dire il a trimé pendant les 10 ans de général Mathieu Kérékou. Et à un moment donné, sous Boniaï aussi, il a continué son jeu d'opposants et autres là. Il a aussi trimé pendant un moment. Avant que Patrice Talon le nomme préfet aujourd'hui. Donc, ces gens-là, en réalité, doivent pouvoir rappeler. Et malheureusement, le préfet dont je parle, lui, qui était sous-préfet hier, aussi a eu des comportements comme ça dans les communes de sa juridiction. Pour vous dire quoi? À un moment donné, vous avez un pouvoir que vous exercez. Mais il faut exercer ce pouvoir dans la sagesse, dans une certaine mesure. Faire en sorte que quand les gens veulent organiser des activités, interpeller comment vous appelez, les forces de l'ordre de la sécurité pour assurer, pour encadrer ces mouvements-là, plutôt que d'interdire pour interdire. En interdisant pour interdire, c'est que vous aidez les gens à grandir en cause de popularité dans une certaine mesure. Et ça peut être fatal pour votre équipe gouvernementale, votre formation, votre majorité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les préfets doivent pouvoir comprendre que les démocrates sont des Béninois. Et ils doivent pouvoir se réunir. On voit des gens, des jeunes se réunir, faire des activités. Je l'ai dit, moi je suis allé à Soklobo il y a quelques semaines en arrière, où les gens jeunes se sont réunis au sujet de Soklobo pour appeler la suscitation de candidature de Olivier Bokor. Personne n'a interdit ça. Pourquoi quand il s'agit des démocrates, on va interdire ça? Parce que Olivier Bokor, dans une certaine mesure, aux côtés de Patrice Talon, a réussi à maîtriser certains acteurs politiques clés et qui aujourd'hui ne peuvent pas lui tenir tête. Est-ce que c'est pour ça que maintenant on peut autoriser les suscitations de candidature d'Olivier Bokor à l'air libre sur des terrains de sport, sur des places publiques, et puis quand les démocrates doivent faire leur activité aussi, on doit refuser? Je voudrais remercier au passage les autorités de Dogbo qui ont pu trouver la formule pour que Daboni Yahi tienne sa rencontre à Dogbo. Mais il faut que les autres communes aussi le fassent. Je le dis toujours, foule n'est pas électeur. Je l'ai rappelé hier, quand on dit que Bouillon a maîtrisé la base, d'ailleurs même avant les élections législatives, Bouillon a fait tellement de tapage, on disait qu'il maîtrise le terrain, mais au finish, à l'arrivée, il a été le seul élu député de sa fonction politique et de justesse. Donc, même si les gens font des mouvements, mobilisation, ça ne veut pas dire que c'est des électeurs déjà qui vont voter pour cette fonction politique. Laissez les gens s'exprimer. Parce qu'à force d'étouffer, ça va s'exploser. Et quand ça explose, ce n'est pas bien. Vous faisiez allusion dans vos propos, Laurent Roland-Todoniquez, à la suscitation justement de la candidature de Olivier Bokor. Quand ça arrange, on se tait, et quand ça n'arrange pas, on dénonce, disiez-vous également. Dynamisme Info écrit ce matin, suscitation de la candidature de Olivier Bokor, des actes de récidive malgré la position tranchée du président de la République. Oui, le président dit qu'il ne sait pas si son ami, son associé est candidat. Ça ne veut pas dire que, s'il ne le sait pas, ne veut pas dire que ceux qui ont envie de susciter la candidature de Olivier Bokor ne vont pas le faire. Seulement que la position du chef de l'État est à prendre avec beaucoup de réserve. Parce que le chef ne va jamais affirmer haut et fort que oui, qu'il sait que Olivier Bokor est candidat. Dans une certaine mesure, ça participe de la stratégie politique. C'est vrai que ces derniers jours, ça semble ne pas aller entre les deux hommes. Mais là aussi, il faut avoir beaucoup de réserve. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas qu'on nous victimise, qu'on fasse de quelqu'un une victime
pour que celui-là puisse réussir à être élu président de la République pour nous diriger après. C'est-à-dire que Patrice Talon sait très bien que s'il a pu être président de la République, c'est qu'à un moment donné, il est devenu la victime de Boni Yayi, parce que autrefois ami, intime, qui l'a aidé pour avoir le pouvoir, et puis après, toutes les considérations qu'on a pu avoir après. Et donc, cette affaire, cette victimisation lui a marché. Est-ce que c'est la même stratégie qu'on va utiliser pour nous dire, bon, aujourd'hui, dès maintenant, ça ne passe plus bien entre Olivier Bokor et Patrice Talon, et on fera de Olivier Bokor, comment vous appelez, une victime, et puis, sachant que Olivier Bokor maîtrise déjà la grande partie des acteurs politiques aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale, on a comme l'impression que Olivier Bokor maîtrise une grande partie face à Patrice Talon, qui aussi tente de faire son jeu dans une certaine mesure. Donc, il faut faire très attention avec ce que disent les acteurs politiques. C'est des gens qui sont capables de nous berner à tout moment pour avoir ce qu'ils veulent. Mais on reste éveillé, le peuple doit rester éveillé pour dire, bon, si on doit choisir Olivier Bokor de toute façon en 2026, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit considérer? Parce que voilà un personnage, je le dis haut et fort, qu'on n'a jamais vu prendre la parole quelque part, qu'on n'a jamais vu pratiquement en activité quelque part, mais qu'on nous sort comme ça, parce qu'on l'a vu en tout cas derrière le chef de l'État au cours des grands rendez-vous, et qu'on nous suscite. Et maintenant, au-delà de ça, qui finance les suscitations? J'ai envie de leur poser la question, sachant très bien qu'il y a des mains qui financent la suscitation, qui sont prêts à donner des t-shirts aux jeunes, qui sont prêts à louer des salles pour les jeunes, qui sont prêts à donner l'argent pour la sonorisation. Ils le savent mieux que quiconque. Donc, personne ne vienne berner le peuple dans une certaine mesure. Le peuple doit pouvoir réfléchir ça davantage. Si Dieu décide, parce que c'est seul Dieu qui donne le pouvoir, si c'est Dieu qui décide que Olivier Bokor soit président de la République du Bénin en 2026, ça passera. Mais cette attitude ou ce schéma de victimisation entre eux, si c'est un plan entre eux, je crois que ce n'est pas évident que ça marche cette fois-ci. Pour revenir sur le sujet central, celui de la suscitation, tous azimuts donc, de la candidature de Olivier Bokor, Laurent Roland-Antonin Ikes, comment analysez-vous la chose? Comment comprendre cette suscitation tous azimuts? Non, cette suscitation tous azimuts, c'est... Et le consensus peut-être qui se fait autour de son nom de plus en plus. Oui, cette suscitation est en fait motivée par la maîtrise des acteurs politiques par Olivier Bokor dans cette mesure. Quand vous allez poser la question aux acteurs politiques, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu prendre la parole. Non, mais dans l'homme de Patrice Talon, il a réussi. Dans l'homme de Patrice Talon, il a réussi à maîtriser beaucoup d'acteurs politiques. Il a réussi à financer beaucoup d'acteurs politiques. Et c'est le même schéma en réalité de Patrice Talon en 2014-2015. Donc une sorte de télécommande aussi? Une sorte de télécommande, malheureusement. C'est-à-dire que entre 2012 et 2015, quand ça n'allait pas entre Boni Yayi et Patrice Talon, Patrice Talon était devenu la télécommande de Paris. Et beaucoup d'acteurs politiques étaient financés directement ou indirectement pour faire des activités. Et puis, même au niveau de la société civile, malheureusement, des gens étaient... Ce qui fait que quand Talon est arrivé, certains n'ont pas le courage de l'affronter. Parce que quelqu'un qui vous a donné à manger hier, vous ne pouvez pas... Et qui connaît, et dont vous connaissez... la force politique, vous ne pouvez pas l'affronter n'importe comment, comme vous avez pu faire avec Boni Yayi par le passé. Et Olivier Bokor, dans l'homme de Patrice Talon, a réussi à cultiver ce comportement-là. En les maîtrisant, moi, j'ai côtoyé beaucoup d'acteurs politiques qui, je sais, sont allés à la source de Olivier Bokor à plusieurs reprises. Et puis, quand vous regardez les jeunes qui suscitent les candidatures aujourd'hui, tous les jeunes qui suscitent les candidatures aujourd'hui, quand vous allez chercher, il y a un député ou une autorité derrière. Ce dont je parle en connaissance de cause. J'ai côtoyé beaucoup de jeunes qui le font, qui ont des parrains derrière. Et ces parrains ne s'affichent pas. Il y a des gens qui ont eu des opportunités par l'intervention de Olivier Bokor et qui financent certains mouvements de jeunes pour susciter. Parce qu'ils savent très bien que c'est leur bienfaiteur. Et aussi le bienfaiteur, n'ayant pas le pouvoir, a pu être capable de leur offrir ça. Dès qu'il aura le pouvoir, il peut leur offrir ça. Et donc, cette situation n'est pas un fait anodin en réalité. C'est la résultante de la maîtrise du terrain des acteurs politiques de Olivier Bokor, malheureusement, pour Patrice Talon. Donc ça veut dire que quoi? Si entre-temps, les torchons brûlaient véritablement entre les deux, il se peut que Olivier Bokor puisse prendre le dessus parce qu'il a réussi à détourner un certain nombre d'acteurs politiques vers lui et qui vont à sa source, malheureusement. Voici quelqu'un d'autre dont la candidature pourrait être suscitée dans les prochains jours. Laurent Roland-Antonin Ikes, Dabaro écrit ce matin, accueilli en héros à son retour au Bénin. Richard Boniwourou témoigne sa reconnaissance aux populations.
Oui, il a fait beaucoup d'activités la semaine dernière. On a pu le voir dans la partie septembre. Lui, au moins, on le voit. On le voit. On le voit intervenir. On le voit prendre position. On le voit intervenir. Prendre position sur des faits d'actualité. Oui, prendre position, même si c'est des positions mitigées parfois. Parce que tout ce que Richard Boni dit, c'est pas ça. Il ne faut pas prendre tout au sérieux, parce que parfois, je pense que il passe à côté de la plaque à des moments donnés. Vous en connaissez qui ne passent jamais à côté de la plaque, peut-être? Non, mais tous les acteurs politiques sont tels voilà. qu'ils sont. Non, mais lui, il confirme déjà encore ça. C'est parce qu'il aurait pu avoir une position aussi claire et dans une certaine mesure. Maintenant, Boni Oro sera-t-il candidat en 2026? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Je lui ai dit qu'il a initié beaucoup de choses, il rencontre toutes les couronnées, il finance les initiatives de jeunes pour l'entrepreneuriat, il les accompagne financièrement en leur donnant des matériaux de travail, certaines choses, et qu'il nous dise clairement ce qu'il veut, s'il veut être candidat. Et sachant qu'il y a un parrainage en cours qui sera... Comment ça va se passer? Toujours est-il que le Carrefour 2026 s'annonce assez intéressant. Je ne dirais pas houleux, mais assez intéressant parce que toutes les sensibilités seront là pour négocier les parrainages pour aller aux élections. Et puis quand Patrice Talon se rendra compte que sa formation politique, ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas, parce que je vois des jeunes publier la photo de Dayon, des jeunes publier la photo de je ne sais qui, dans une certaine mesure, c'est quand ça ne va pas prendre. Il est capable d'aller faire le deal avec quelqu'un comme Richard Boni Oro, parce que pour que le jeu passe facilement. Donc, toutes les cartes sont possibles. Restons éveillés, restons concentrés. Toujours est-il que celui qui gagnera les élections en 2026, il faut que ce soit celui qui gagne ces élections dans la transparence, la quiétude, au cours des élections, en fait, inclusives et non exclusives. Et justement, le chemin de l'inclusivité, je pense qu'on l'a plutôt bien pris au regard de la rencontre, des rencontres qui se sont tenues hier entre députés et le chef de l'État. Laurent Roland-Anthony, quels sont vos faits d'actualité avec la nouvelle génération? Retraite d'office dans l'administration publique béninoise, méga séisme à la police, à la douane et autres. Oui, malheureusement pour les forces de défi, les forces armées béninoises, c'est que on a pu se rendre compte que pratiquement 300 personnes sont contraintes à la retraite forcée. Au niveau de la douane, au niveau de la douane, j'apprends que c'est 30 personnes. Et je voulais rappeler que c'est une disposition de la loi numéro 2020-19 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des forces armées béninoises. Et donc, dans le titre 8, section 5, il a été clairement défini que retraite et durée de service. Donc, quand je lis l'article 165, il a été écrit « La retraite est une position de cessation définitive d'activité du militaire qui remplit les conditions prévues par la loi. » Donc, l'article 666 dit « Nonobstant les limites d'âge fixées aux articles 168 à 170 de la présente loi, tout militaire des forces armées béninoises peut exceptionnellement être mis à la retraite d'office après 20 années de service. La mise à la retraite d'office d'un militaire conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article est proposée par le chef d'état-major général qui soumet à cet effet un rapport de proposition au ministre chargé de la Défense pour décision en Conseil des ministres. Tout militaire mis à la retraite d'office bénéficie d'une allocation sans préjudice de la jouissance immédiate de la pension de retraite. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'octroi de cette allocation. Donc, dans cette loi, je rappelle, loi numéro 2020-19 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des forces armées béninoises, donc titre 8, section 5, il est clairement défini que quand vous faites 20 années de service, l'État peut vous mettre à la retraite dans une certaine mesure. Anticipé, malheureusement. Donc, c'est une loi qui est venue en 2020, ça fait partie des réformes opérées. Malheureusement, les premières victimes, 315 policiers, et puis après 30 douaniers, agents des douanes, qui ne s'attendaient pas à ça.
qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Et donc, parce que quand j'ai vu déjà le communiqué du DGPR la semaine dernière, je crois, qui invitait lundi matin au drapeau, lundi matin, certains agents de la police républicaine, dont Philippe Roundéon, je me disais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et je crois que nous y sommes maintenant. Quelqu'un comme Roundéon, qui, avec tout son potentiel, qui a été comme j'ai connu on a mis au garage pendant plusieurs années, et puis après on demande de les remercier. Bon, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Je crois que ces personnes qui vont à la retraite, je veux bien voir leur état d'âme dans cette mesure. Certains parmi eux qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Je crois que quelqu'un comme Rodéon, peut-être s'était préparé pour ça. Hein. Psychologiquement, c'est un monsieur qui a un mental assez fort. Mais il y a d'autres personnes dans ce lot-là, pas évident, qui attendent cela et qui tombent sur la tête comme ça. On leur dira courage. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On parle de réformes à venir, justement, au niveau de la police républicaine. Oui, les réformes, c'est ce qui se passe, c'est la... Oui. Enfin, on y est déjà. Oui, nous y sommes déjà. Et pourquoi avoir mis cette disposition dans cette loi? Wait and see pour la suite. Toujours est-il que, malheureusement, bon, je ne veux pas laisser ce terrain. On passe à autre chose. Vous faites économie de vérité ce matin, Laurent Roland Tononiquet. Dynamisme Info pour poursuivre justement et parler d'autres choses. Nouvelles conditions de souscription et de renouvellement de l'assurance. Les utilisateurs de véhicules pleurent en silence le calvaire imposé. Oui, silencieusement, tout le monde souffre. Et il faut... Vous souffrez aussi? Bon, malheureusement ou heureusement pour moi, mon véhicule est encore au garage. Donc, je n'ai pas encore... Mais vous êtes propriétaire. Oui, mais non, pour le moment, je ne conduis pas ma voiture. Donc, la voiture est au garage et donc, du coup, quand ils vont finir de faire les travaux, je vais répondre, c'est là que je pourrais avoir le souci. Mais pour le moment, c'est que je fais comme si je n'ai pas de voiture. S'il vous plaît, vous par contre. D'accord. Parce que là, maintenant, vous conduisez votre voiture, vous devez faire beaucoup de choses. Non, je crois, plus sérieusement, je crois que c'est un souci pour beaucoup de personnes qui ont une voiture. La TVM a payé obligatoirement, la visite technique a pu faire obligatoirement, avant de souscrire à une police d'assurance. Donc, c'est un souci quand on sait. Mais on vous dira que c'est parce que vous avez l'argent que vous avez acheté une voiture. Hein. Mais c'est ça. Et donc, vous vous soumettez à tout ça. Voilà, donc, courage à tout le monde. Vous qui avez vos véhicules encore, et que vous conduisez, courage à vous. Je vous rejoins bientôt. Recensement des prêtres prêtres du phare. Une occasion pour extirper des rangs les brebis galeuses, écrit Dynamisme Info ce matin. Non, je crois que ce recensement a commencé à un moment donné avec Kofi Azar dans cette mesure. Et je disais que les prêtres du phare qu'on a choisis pour faire le TOFA, on aurait pu établir un répertoire des prêtres du phare du Bénin et maintenant, tenant compte de l'ancienneté de tel prêtre du phare ou pas, ou de la relation entre tel prêtre du phare et tel royaume ancien du Bénin, dans cette mesure, on choisit les prêtres du phare en tenant compte de ces critères-là. Et c'est ça qui donnera un peu de crédibilité ou bien toute une crédibilité à la consultation du TOFA. Malheureusement, des prêtres du phare qui ont été choisis, on ne sait pas sur quelle base ils ont été choisis. Et c'est là que réside tout le ministère dans cette mesure. Donc quand on finit de faire le recensement des prêtres du phare, il va falloir maintenant puiser dans cette association ou répertoire des prêtres du phare, puiser les prêtres du phare authentiques dans une certaine mesure, qui ont une certaine ancienneté et sont efficaces, qui ont prouvé leur efficacité avec le temps et qu'on désigne pour faire le TOFA. C'est très important. Donc, c'est vrai que, oui, aujourd'hui, il faut maintenant savoir combien de prêtres du phare nous avons au Bénin. Parce qu'un jeune Kudam qui arrive à aller acheter un document dans une certaine mesure, dans lequel il y a les trucs de la géomancie, un certain nombre de littérature, de connaissances, de sciences du phare, reste dans un coin, essaie de côtoyer un prêtre du phare, et vient à Cotonou, loue une chanteuse couchée à Zogbohoué, et devient prêtre du phare. Ou soit c'est à Bon-Clavi, quelque part, et dans une maison délabrée, il essaie de faire une cabane là, il plante il met toutes sortes de plantes en terre, fait tout ce qu'il faut faire pour montrer qu'il est guérisseur traditionnel. Il faut vraiment faire le point maintenant et extirper les brebis galeuses des rangs parce qu'il y en a beaucoup pas mieux qui sont là, soit à narquer, escroquer les populations, soit à violer les femmes d'autrui, ou soit à envoûter les femmes d'autrui pour les détacher de leur couple, de leur foyer. Et c'est beaucoup de dégâts
Donc il va falloir vraiment faire, après le recensement, faire le ménage dans cette corporation. On va finir, Laurent Roland Tourniquet, par un mot, j'allais dire de foot, mais avant, le Burkina Faso, très rapidement, avec le gouvernement de transition qui augmente le SMIC. Oui, les gens ont tout fait de dire que les pays sont asphyxiés et n'ont pas d'argent, ne pourront pas vivre mieux, qu'il y a des difficultés. Voilà que le gouvernement de la transition montre qu'ils ont les moyens de... Qui a échappé encore il y a quelques jours à un énième coup d'État. Oui. Je lisais les commentaires de quelqu'un qui disait que ça finira pas marcher. Non, je crois que oui. Ibrahim Traoré fait un travail à la tête de son pays, malgré son jeune âge. Je suis tenté de dire que c'est l'incarnation de Thomas Sankara, parce qu'avec son courage, et je crois que ce courage, c'est ce courage-là que les gens n'ont pas aimé chez Thomas Sankara et qu'ils l'ont éliminé. C'est pour ça que lui-même, avec son staff, il doit faire très très attention, parce que tel qu'il prend la parole, tel qu'il se prend, son éloquence, sa connaissance de la chose politique et autres, c'est des choses à saluer. Et pour cette raison, les gens ne tenteront pas de lui faire mal dans une certaine mesure. Mais il faut déjà le féliciter pour ce qu'il fait. S'il en arrive à avoir les moyens de dire qu'il faut augmenter le SMIC aujourd'hui dans son pays, ça veut dire que... C'est pas commun d'augmenter le SMIC sous un régime de transition. Voilà, c'est pas commun. On a augmenté les salaires ici sous un régime normal. Oui. Augmentation exponentielle, comme le dirait l'autre. Donc, pour vous dire quoi, oui, augmenter les salaires n'a rien d'extra. Voilà un gouvernement de transition qui a été bloqué sur beaucoup de chantiers, par beaucoup de partenaires qui en arrivent à augmenter le SMIC. C'est à saluer. Il faut que Ibrahim Traoré se penche aussi sur la situation des travailleurs de son pays, augmenter les salaires, parce que le coût de la vie est cher un peu partout. Ce n'est pas qu'au Bénin. Sur la question, il faut être unanime que ce n'est pas seulement au Bénin que la vie est chère et qu'il y a des difficultés. Les difficultés, c'est un peu partout dans le monde. On va finir maintenant par un mot de football. Je sais que vous avez suivi avec attention les rencontres disputées hier dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, qui pourrait se poursuivre sans le pays organisateur, sauf miracle, mais bon, c'est encore possible tout de même. Dabarou écrit ce matin, la Côte d'Ivoire humiliée par 4-0. Hier, quand je faisais le pronostic, je disais que la Guinée allait battre la Côte d'Ivoire 1-0 et que les Ivoiriens allaient m'insulter Tom Modia. Oui, je crois que Babier. Voilà, j'imagine que ceux qui ont pu suivre cette émission depuis hier, en disant Modia, Babier, là, c'est que toute la nuit ne feront que me maudire. Non, plus sérieusement, quand on regarde le premier match de la Côte d'Ivoire, ça ne rassurait pas. Ça ne rassurait pas. Et donc, avec la Guinée-Bissau, ça ne rassurait pas. Et au niveau du deuxième match... Face au Nigeria, bon, voilà, on face au Nigeria, on a pu voir. Donc, la seule personne qui a pu mouiller, c'est Fofana, qui a marqué le but. Même encore hier, voilà, c'était pratiquement le seul. Là. Voilà, le reste, oui. Donc, la CAN du siècle reste en passe d'échapper aux organisateurs de la CAN du siècle, malheureusement. Bon, on attend de voir les meilleurs troisièmes, si éventuellement on fait le point que... il n'y a pas de meilleur troisième, c'est que la Côte d'Ivoire a la chance de revenir. Enfin, mais s'il n'y a pas de meilleur troisième que. Voilà. Donc, voilà. Mais il y a un risque. Bien sûr, si jamais la Côte d'Ivoire revient dans le... Oui, ça... dans la compétition avec un truc de meilleur troisième, sachez qu'il risque d'aller en prison. En finale. Et on a toujours vu ce schéma parfois. Oui, c'est vrai. Donc là, ils ont... Parfois, on a besoin de descendre au plus profond de l'abîme pour remonter la pente. Donc je crois que dans une certaine mesure, on ne va pas pour autant jeter la pierre aux Ivoiriens. C'est une compétition. On perd ou on gagne. Oui. Bon courage aux Ivoiriens. Après, vous savez, je pense que j'en parlais hier ou avant-hier par ici. Non, avant-hier, c'était dimanche. Donc, j'en parlais peut-être hier ou la semaine passée. Bon, quand on voit tout ça, bon, oui, les guépards, c'est... Oui, mais non, je dirais aux Ivoiriens, Yako. Yako.